On va passer à l'invité du soir, on va parler de l'affaire Gérard Miller. Alors Gérard Miller, vous le connaissez tous, hein, qui était chez Laurent Ruquier avant dans la bande de Laurent, qu'on adore, hein, Laurent bien entendu, c'est un psychanalyste, écrivain, réalisateur, surtout chroniqueur radio-télé, comme je vous l'ai dit. Et il était aussi proche de la LFI, hein, puisqu'il était, il était avec Jean-Luc Mélenchon, c'est ça? Il a été très proche avant de s'éloigner, mais il a été avant de s'éloigner. Alors, il est impliqué dans plusieurs affaires d'agression sexuelle et de viol. Les différentes enquêtes révèlent plus de 50 témoignages et le chroniqueur est aujourd'hui visé par 3 plaintes. Pour nous en parler, on accueille l'avocate de l'une des plaignantes, maître Marie-Paul Pioli. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup d'être là ce soir. C'est vrai que on va revenir déjà sur les différentes affaires. Gilles, puisqu'il y a déjà les infos sur la plaignante. Une des plaignantes, elle s'appelle Aude, elle avait 17 ans, lui 53 au moment des faits. Elle était en terminale L, très attirée par la psychanalyse et donc intéressée par le chroniqueur, également psychanalyste reconnu. Elle a aujourd'hui 39 ans, elle est psychanalyste et mardi, elle a porté plainte contre X pour viol. Les faits se sont déroulés fin 2001, mais ne sont pas prescrits car la victime était mineure. Hein. C'est ça, quand vous êtes mineur, victime d'un viol, vous avez le droit à 30 ans après le début de votre majorité pour porter plainte. Donc elle aura jusqu'en 2031, 2032 pour porter plainte. Donc ce ne sera pas prescrit. Ça, c'est le point essentiel. C'est la 3e plainte qui le vise directement, Cyril. Une jeune femme de 21 ans et une mineure de 15 ans. Voilà. Alors, elle a raconté, bien sûr, la rencontre, la première rencontre, etc. Oui, elle lui écrit. D'abord, il y a une sorte de fascination. Hein. Elles sont regardées avec Daniel. Elles sont 2 filles, un garçon. Et puis, elles écrivent sur une sorte de cahier d'écolier comme ça, en lui disant que votre cliente était intéressée par la psychanalyse, qu'elles aimeraient le rencontrer. Elles avaient un devoir de classe, enfin bref, en terminale L, et donc passant leur bac, elles avaient un article à écrire dans le journal du lycée sur le thème de la liberté d'expression, justement. Et fascinée par, effectivement, l'aura de M. Miller, elle lance une bouteille à la mer et elles envoient à Europe 1, où il officiait beaucoup, un petit mot sur une feuille de classeur en leur donnant leur âge et surtout leur volonté de l'interviewer pour ce petit article. Est-ce que c'est vrai que le premier rendez-vous va très vite, est un peu avorté parce que les 2 jeunes filles se présentent avec un garçon et que lui leur fait comprendre que ce serait peut-être bien de revenir quand elles seraient seulement toutes les 2? Est-ce que ça, c'est vrai? C'est tout à fait exact. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit ma cliente et j'ai aucune raison de ne pas la croire. En effet, comme elles ont cette chance pour elles, elles sont émerveillées de ce rendez-vous. Elles ont un ami de classe aussi qui travaille, qui est en philo aussi en L, et elles l'emmènent. Et en effet, la rencontre va être assez brève, puisque Gérard Miller leur dit vous êtes venu avec votre garde du corps. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de votre cliente, maître? Merci en tout cas encore d'être là ce soir. Quelle est l'histoire? Son histoire, c'est une jeune femme des plus classiques. Oui. Elle est étudiante, donc, enfin lycéenne plus exactement. Elle est dans une famille plutôt équilibrée et ouverte, passionnée de philosophie, de psychanalyse. Et c'est à cela qu'elle se dessine. Elle a 17 ans à peine, puisque lors de la 2e rencontre, je crois, elle a pile 17 ans. Et elle n'a qu'une envie, c'est d'embrasser la vie comme on a tous eu envie à 17 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, racontez-nous, en fait, elle a envie de rencontrer Gérard Miller, comme vous nous dites. Elle le voit, évidemment, sur tous les plateaux télé, à l'époque, tout de même. Oui, à l'époque, il était en plus avec Laurent Ruquier, donc forcément, exactement. Il y avait une grosse exposition. Oui. Donc, elle le voit. Elle n'a pas vraiment... si, évidemment, il y a les livres, il y a les livres de philo, mais Gérard Miller, pour elle, il fait vivre la psychanalyse, c'est lui qui intervient partout, il a d'ailleurs un avis sur beaucoup de choses, il est en effet érudit et leur première idée c'est de s'adresser à lui. Imaginez donc une jeune fille qui revient avec un article pour le journal du lycée, l'effet que ça fait en terminale sur les copains, et sur le prof de philo qui va vous noter plus tard. Ah, donc c'est ça. Et ensuite, elle vit cet épisode de viol et elle va l'enfouir pendant des années. C'est ça, ouais. Parce qu'elle a 17 ans, justement. Comment elle vit ce qui s'est passé aujourd'hui, là, maintenant?
Alors, elle a vécu pendant donc, une période assez longue d'enfouissement de ce traumatisme. Ouais. Parce que quand elle sort de cette séance, elle est complètement hagarde, elle a du mal à aller quelque part. Et puis sûrement pas auprès des services de police. Enfin, je veux dire, on a beaucoup évolué maintenant. Mais imaginez, en 2001, vous débarquez dans un commissariat et vous dites que vous avez été violée par Gérard Miller. J'ai peur que le succès ne soit pas au rendez-vous. Et donc elle enfouit mène sa vie normalement, une vie de famille maintenant. Elle devient psychanalyste. Et puis, peu à peu, en vieillissant, forcément, en ayant des enfants aussi, on se dit quel monde je vais laisser à mes enfants. Voir en permanence l'image de son agresseur, c'est difficile. Mais alors, c'est encore pire le jour où elle l'entend à l'occasion d'une rediffusion d'un reportage, enfin, ou d'un documentaire, un dialogue entre Benoît Jacot et Gérard Miller, où, sur le thème de la transgression, du rapport aux jeunes filles. Et là, elle est en colère, là. Parce que Gérard Miller, il était à fond ce jour-là, oui, il en faisait des caisses, c'est ça? C'est ça. Et là, elle craque, elle est en colère, elle dit non, là, c'est plus possible. Il faut bien que ça s'arrête, quoi. Ah, c'est ça. Faut que ça s'arrête. Et donc, elle prend conseil et décide de passer à l'acte et de déposer cette plainte. Alors, le jour des faits, votre cliente dit que dans la plainte, ne pas avoir bu d'alcool. Pourquoi elle était dans cet état, alors? Alors, moi, ma plainte, elle n'est pas du tout, elle ne vise pas du tout. C'est ça, justement. Vous avez porté plainte contre X, pourquoi? Alors, contre X, d'abord parce que c'est assez habituel dans les plaintes simples. Deuxièmement, ça permet au service enquêteur et au parquet, puisque c'est lui qui va prendre un réquisitoire introductif, d'aller plus loin, enfin d'ouvrir l'enquête à plusieurs personnes et pas que sur l'une d'entre elles. Parce qu'on ne sait pas, on ne sait jamais. Il peut y avoir eu d'autres personnes dont elle pourrait ne pas se souvenir. En effet, elle n'a pas bu d'alcool. D'abord, elle n'en buvait pas, elle n'en a pas bu. Mais elle a ce brunch avec Laurent Ruquier, Gérard Miller, et puis où elle se désaltère forcément. Elle n'en a pas véritablement le souvenir. C'est sûr, c'est pas de l'alcool. Elle va chez lui et elle se sent tout à coup lourde, comme groggy. Elle le dit elle-même, comme quand on essaye de sortir d'un cauchemar et qu'on n'y arrive pas. Et là, elle s'est interrogée, puisqu'après, sans réaction, elle s'est retrouvée allongée sur un lit. Et Gérard Miller lui demandant si elle était sa première relation sexuelle. Puis ensuite, lui imposant une masturbation et une fellation. Donc, je n'ai pas visé la soumission chimique, parce que, d'abord, probablement, la justice aura l'occasion, si elle le trouve nécessaire, d'élargir le périmètre des investigations. Et puis, parce que j'ai pas de preuves, et que pour le moment, elle ne me l'a pas dit, elle ne me l'a pas dénoncé. Voilà, je ne vais pas plus loin que la défense de ma cliente. Gilles. Dans beaucoup des témoignages et des plaintes, on retrouve l'hypnose. Ouais. Est-ce que votre cliente a dit au deuxième rendez-vous oui à une hypnose, et est-ce que lors du troisième rendez-vous où il y aurait eu viol selon votre cliente, est-ce qu'il y a eu une nouvelle fois une séance d'hypnose? Alors, au deuxième rendez-vous, effectivement, Gérard Miller propose à ma cliente et son amie une séance d'hypnose. La mienne est assez tentée parce qu'elle se dit que c'est une autre forme d'explorer la psychanalyse. Et donc, elle est assez tentée, mais son amie dit non. Et à ce moment-là, Gérard Miller répond « c'est ou les deux ou rien ». Donc, c'est rien. En revanche, la troisième rencontre, non. Elle n'a pas dans son souvenir, et les souvenirs les plus certains, elle n'a pas dans son souvenir d'avoir subi une séance d'hypnose. Non. En revanche, vous avez, comme dans toutes les plaintes, vous avez des éléments qui concordent. Toutes parlent de la pièce japonaise, certaines parlent effectivement d'alcool, d'autres parlent d'un thé glacé, après lequel elle se retrouve comme ivre. Bon, sûrement que ma cliente a bu quelque chose, sûrement, enfin, au cours du brunch. Après, c'est certain, elle s'est désaltérée à un moment ou à un autre de la journée. Mais savoir précisément ce qu'il y avait dans son verre, ce qu'elle a bu, à part de l'alcool, elle ne sait pas.
Il est 21h06, si vous nous rejoignez, on est en direct. Maître Marie-Paule Pioli est avec nous, avocate d'une plaignante de Gérard Miller. Gilles, c'est quoi cette pièce japonaise? C'est une pièce chez lui parce qu'en fait, il avait l'habitude, c'est ce qui s'est passé lors du 3e rendez-vous avec la cliente de Maître, c'est-à-dire qu'il y avait un brunch et puis il propose aux jeunes filles ou aux femmes de venir dans... Ils sont que 3. Ils sont que 3. Au brunch, Laurent Ruquier, Gérard Miller et ma cliente. Voilà, il propose d'aller dans son cabinet, qui est aussi son domicile. Voilà. Et à ce moment-là, il y a effectivement une pièce japonaise, il y a un décorum, et on retrouve ça dans plusieurs témoignages, il y a un décorum qui peut être propice soit à une séance d'hypnose, soit éventuellement à quelconque emprise qu'il pourrait exercer. Il les met dans des conditions où elle serait plus vulnérable. C'est un peu ça. Oui, la pièce est au sous-sol. Oui. C'est un très gros bâtiment, puisque c'est un hôtel particulier, assez impressionnant. Et effectivement, cette pièce est décorée... D'abord, elle est sombre, enfin sombre. Elle n'a pas de fenêtre. Et puis, il y a un lit, évidemment, puisqu'elle se retrouve sur le lit. Et là, déjà, elle se sent un peu sous pression. Là, elle sent quelque chose. Mais du fait de cet état dans lequel elle se trouve, voilà. Et puis, elle est en face de Gérard Miller. Voilà. C'est une position dominante. Oui. Et quelqu'un qui a 36 ans de plus qu'elle. C'est ça aussi. Oui, c'est ça. Oui. Et Gérard Miller au top de sa notoriété. Sa notoriété. C'est ça. C'est vrai que là, il était, on le voyait tous les jours à la télé. C'était c'était the référence. Exactement. C'était le seul psychanalyste connu en fait. Tout à fait. En tout cas, accessible à tous. Exactement. Oui, voilà, c'est ça. Donc forcément, oui. Et justement, Gérard Miller, il a réagi publiquement à ces accusations, donc pas la vôtre, mais plusieurs, en disant que les rencontres auraient eu lieu, mais qu'il ne mesurait pas à l'époque le fossé entre ces très jeunes filles et lui, homme de médias exposé. Qu'est-ce que votre cliente en a pensé quand elle a entendu sa réaction? Écoutez, son communiqué de 3 pages, un petit peu alambiqué, je ne vais pas dire que j'ai tout compris. Ma cliente, elle se dit d'abord, premièrement, qu'elle avait affaire à un professionnel. C'est ça. Je veux dire, quand elle va le voir... c'est pour avoir les conseils d'un professionnel, pas d'un homme de médias. Bien sûr qu'il est connu par les médias et qu'elle l'a connu ainsi, mais elle va voir... Psychanalyste. Voilà, un psychanalyste. Et à ce moment-là, elle se retrouve dans cette situation où il impose sa position dominante. Donc, il impose, en plus, psychanalyste, il a les clés. Pas les clés des âmes, mais quelque part, surtout des plus jeunes filles. Parce que c'était connu de tous, hein. Enfin, je veux dire, le milieu... C'est ce qu'on dit, Marie-Paule Pioli. Je reçois énormément de témoignages, de SMS, de messages qui me disent c'était connu de tous. C'est un truc, dont tout le monde avait connaissance, enfin. Bizarrement, ça sort maintenant, quand Gérard Miller n'est plus à la télé, n'est plus avec la LFI. Je pose les questions je vous dis, qu'on me pose également. C'est ce qui ressort un peu. Mais, tout à fait, mais vous avez le même phénomène que dans le cinéma. C'est-à-dire que maintenant, la parole se libère à tous les niveaux. Et dans tous les, j'allais dire presque dans tous les corps de métier, dans tous les... alors, a fortiori, quand on est sous les projecteurs. Bon, d'abord, pour le moment, Gérard Miller n'est quand même pas en situation maintenant de faiblesse. On ne peut pas dire qu'on profite de sa faiblesse. Non. En revanche... Il est vrai, et vous avez même, je lisais dans mon dossier au cabinet, vous avez une réaction d'Isabelle Alonso qui dit « Ah mais, tout le monde le savait ». Je veux dire, à l'époque, elle Tout le monde savait quoi, mais c'est ça. Mais tout le monde savait que dans le public, il cherchait les jeunes femmes, très jeunes, et qu'il les invitait ensuite à reprendre contact, à les voir, etc. Ça, cette cible-là, tout le monde le savait. Ah ouais. Et je rappelle quand même qu'à l'époque, tout de même déjà, il y avait quand même un embryon de défense des femmes, représenté d'ailleurs par Isabelle Alonso, qui était chienne de garde. Moi, je ne sais pas qui elle a gardé, mais en tout cas, jusqu'à présent, c'est le silence. Mais donc tout le monde, parce que c'est ça l'histoire. Nous, je dis la vérité, quand on vous entend dire ça, qu'on savait qu'il allait donc draguer des filles dans le public, des filles plus jeunes possibles. Moi, on tombe des nues. Excusez-moi, je vous jure. Moi, je le connais pas du tout. Moi, donc
Voilà, donc, Pardonnez-moi, est-ce que l'on savait qu'il cherchait des jeunes femmes pour les mettre, entre guillemets, sous sa coupe, en forme d'emprise, ou est-ce que l'on imaginait de lui que c'était un serial lover, comme on disait à l'époque, et qu'en fait, il entretenait des relations avec des jeunes femmes, mais tout à fait consentantes? Alors, qu'est-ce qu'on savait de ça à l'époque? Moi, je vais vous dire, je connais bien Laurent Ruquier. Laurent Ruquier, je veux dire, s'il avait su ça, c'est sûr et certain que Laurent, il se serait séparé de lui. Et que, voilà, Laurent, je le connais parce que... D'abord, vraiment, surtout, je ne fais pas cette accusation. Non, mais je sais, c'est pour ça. Voilà. Oui. Voilà. Mais Laurent, et au contraire, il faut être très prudent, et tout le monde nous rappelle cette pierre angulaire du droit qui est la présomption d'innocence. J'en suis tout à fait consciente. Maintenant, ce qu'on savait... Après, on n'a pas voulu chercher plus loin. Ce qu'on savait, c'était un chasseur. C'est ça. Voilà. Alors, non, parce que dans la tête, je vous jure, maître, moi, ce qui ressort, c'est ce que veut dire Valérie Bénéim, c'était, on savait qu'ils draguaient les filles dans le public, etc. Mais je pense qu'ils étaient à 100 000 lieues tous de s'imaginer cette histoire de piège japonaise, d'hypnose, c'est un truc de fou. Ah ben oui. Le viol, c'est voilà. Moi, j'ai eu plusieurs réactions à cette plainte de gens me disant, mais on tombe des nues. Et c'est ça. Ah oui. Parce que justement, il y avait cette image lisse. C'est ça, ouais. Et professorale, un peu docte comme ça, qui ne permettait pas de penser à des exactions de ce genre. Comment va votre cliente là aujourd'hui? Aujourd'hui, elle est fière d'avoir porté plainte. Ouais. Elle est fière aussi de représenter un nouveau mouvement qui peut-être va aussi permettre d'éduquer nos enfants à plus de respect. Elle est soulagée et je veux juste qu'on l'entende. En plus, elle fait partie aussi de ces femmes qui ne sont pas du tout des stars. Et elle veut porter la voix de ces jeunes femmes qui, bien souvent, ne peuvent pas, n'ont pas l'outil intellectuel et encore moins économique. Ce qui m'a alerté, maître, vous êtes arrivé, vous avez dit, elle a pris la décision. C'est ça, quand elle a revu cet extrait où il en fait des caisses. Et je vais vous dire, et je me rappelle d'un truc aussi, c'est qu'il avait fait également un doc sur DSK pour le descendre aussi. Mais il a été le premier procureur de Gérald Darmanin quand la justice annonce un non-lieu. Voilà, c'est lui. Alors que Gérald Darmanin a eu un non-lieu. Voilà, donc, exactement. La justice a tranché. Exactement. Non, on a le procureur. Mais il y avait Gérard Miller qui... Voilà. Moi, Gérard Miller, pour moi, ça a toujours été un donneur de leçons. Excusez-moi, voilà, je ne vais pas vous mentir que je ne suis pas fan de lui non plus. J'espère que la justice va faire son travail, mais je ne suis pas fan de lui. Et voilà, les donneurs de leçons sont souvent ceux qui, voilà, je vais vous dire, on dit souvent, comme dit Jean-Michel, pour grimper à l'arbre, il faut avoir le cul propre. Mais lui, il est tranquille, il grimpe à l'arbre tous les jours, il fait le malin. Et derrière, on apprend des choses. Après, la justice fera son travail. Moi, je ne veux pas me substituer à la justice. En tout cas, merci. Il est en tout cas, si je peux me permettre, il est dans la manifestation d'une position encore de surpuissance. C'est ça. Son communiqué. Exactement. C'est exactement ça. C'est la manifestation de ça. Ouais, c'est ça. Toute puissance. C'est ça. Et je pense que c'est ça que la justice va lui faire comprendre, peut-être. Je suis assez d'accord sur le communiqué. Voilà. Merci en tout cas, maître, d'avoir été avec nous. Merci à tous. Tout de suite, il n'y a que la vérité qui compte sur ces luttes-là. À demain.